Bien, bonjour à tous. Euh, alors, on est déjà en retard et les organisateurs m'ont demandé d'être très bref, c'est-à-dire de traiter un DU en 10 minutes ou 15 minutes. Je vais essayer de faire le maximum pour qu'on puisse aborder cette thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui nous tient tous dans le bureau du Collège marocain de fertilité à cœur, à savoir la préservation de la fertilité. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, les dispositions légales, on va le voir par la suite, nous permettent heureusement, après une lutte acharnée avec les pouvoirs publics, pour essayer d'entamer ce chapitre avec plus de sérénité et un peu moins dans la clandestinité médicale, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est une approche clinique qu'on va traiter de la préservation de la fertilité. Eh bien, pourquoi préserver la fertilité? Parce que quand même la médecine a rendu pas mal, des services indéniables, à savoir qu'il y a des avancées diagnostiques qui sont de plus en plus fines et les avancées technologiques et techniques ont aussi en nette progression. Il y a aussi le dépistage précoce de toutes les pathologies. Il n'y a pas qu'en oncologie, mais aussi tous les cas disposés ou prédisposés à l'insuffisance ovarienne. Et la chirurgie étant mieux codifiée, elle permet aussi une conservation de cette fertilité. La maîtrise également de tous les traitements confondus, elle aussi. Donc tous ces facteurs ajoutés au développement incessant et progressif des techniques de conservation que nous allons voir cette matinée avec nos éminents experts ici présents, à savoir la congélation, qu'il s'agit de conservation de gamètes de tissu ou de la vitrification, la MIV, ont modifié le paysage de cette infertilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi est plus clémente avec nous et la loi 4714, dans son article 24, qui a été votée en mars 2019 au Maroc, nous a permis quand même d'aborder avec sérénité ce volet-là. Je me permets de lire pour les autochtones, les Marocains de chez nous, cet article 24, c'est important. Donc, il stipule que toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut recourir à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de leur utilisation ultérieure dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, conformément aux dispositions de la présente loi. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Donc, c'est l'article 24 que vous pouvez prendre comme référence pour pouvoir donc faire référence lorsque le cas se présente à nous. Alors, mais si on veut réussir ce volet-là de préservation de la fertilité, il faut qu'on instaure un référentiel. Pourquoi ce référentiel? Parce que, comme on a dit, les progrès médicaux avec l'amélioration de la survie après le cancer, notamment le dépistage précoce de tout ce qui est risque d'insuffisance ovarienne primitive et les progrès sociétaux, c'est-à-dire que le cancer n'est plus vécu comme avant aujourd'hui parce qu'il y a une autre vision sociétale vis-à-vis du cancer, à savoir les gens commencent à penser à la préparation de l'après-cancer. L'OMS reconnaissant cette pathologie comme une maladie, et là, dans notre loi 4714, c'est l'article 1, donc qui reconnaît l'infertilité comme une maladie. Puis la réadaptation psychosociale, et beaucoup plus de couples sont demandeurs. Donc pour tout cela, il nous faut ce référentiel. Il faut aussi savoir que la survie des patients qui sont atteints de cancer est de plus en plus, on va dire, élevée, et donc en raison de ce qu'on a dit, des progrès diagnostiques, des progrès thérapeutiques. Donc tout ceci, on parlait avant de survie à 5 ans. Aujourd'hui, je pense que les 5 ans sont dépassés. On parle d'une survie quand même beaucoup plus importante et qui dépasserait les 80% déjà en 2017 dans l'étude de Bonaventure. Mais à côté de cela, bien entendu, il y a aussi le corollaire, c'est-à-dire que les altérations de la fertilité sont parmi les effets les plus indésirables aujourd'hui. On ne parle plus de mortalité, on parle de préservation de la fertilité, enfin de l'altération de la fertilité qui a un impact sur la qualité de vie de ces personnes qui sont sujettes donc à ces agressions thérapeutiques, surtout en oncologie. Et donc on a dit que si un enjeu, donc le corollaire de la fertilité donc, est un domaine très du clinique. Il faut en profiter. Et donc, et au cours de ces 5 dernières années, on voit les progrès des nouvelles technologies proposées et la réduction de
les indications de préservation, notamment chez les femmes et les enfants. Alors, je vais vous donner déjà en 2017, on a eu quand même 50 naissances pardonnaises par transplantation ectopique. C'est quand même extraordinaire, ce qui était impossible avant. Et même, le ministre en 2015 avait rapporté le premier de naissance après greffe du ovarien observé en l'enfance. Et tout ceci a donné un espoir très palpable. Madame Poirot qui va me contredire, elle a peut-être des données plus récentes. On va le voir avec elle tout à l'heure. Alors, mais on a la question, oui, mais c'est bien, cancéreux, je sais qu'on a fait la fertilité, traité, quelle est l'étude du cancer chez les survivants de eh bien, il ne change rien. Que le taux d'animalité est pratiquement de ce côté-là, on ne doit pas avoir peur. Et puis, les résultats de la perte sont équivalents. Quand le sperme traitement ou le sperme gelé avant traitement. Donc, il n'y a pas de grand souci à se faire. On peut discuter de certains cas particuliers, mais en général, il n'y a pas de souci de ce côté-là à se faire. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces personnes-là? La préservation de la fertilité chez la femme pubère, c'est évident, il y a deux techniques, il y a la conservation embryonnaire et la cryoconservation ovocytaire. Par contre, chez la fille prépubère, il faut penser à la cryoconservation du tissu ovarien, ça on verra tout ceci en long et en large. Chez l'homme pubère, c'est du tout près, la congélation du sperme éjaculé, c'est la technique référentielle. Quand il y a des difficultés, c'est le recueil du sperme par thésée ou par microthésée. Et chez le garçon prépubère, comme chez la fille prépubère, ce sont les techniques de congélation des tissus. On verra ça par la suite avec nos confrères ici présents. Mais à qui devrait-on conseiller cette préservation de la fertilité? Est-ce à tout venant ou est-ce qu'il faut quand même faire une approche, on va dire, de screening clinique? Il faut toujours évaluer les facteurs de risque et les spécificités de la population. Parce qu'il faut tenir compte de l'âge, du cancer, du stade, des traitements, des comorbidités, du projet de vie. Tout ceci doit se poser pour essayer d'évaluer à qui on va proposer cette préservation. Et sur la base de ces critères du jugement, donc, il faut proposer telle ou telle technique. Bon, en général, pour passer vite, chez l'homme, trois facteurs peuvent affecter la fertilité chez l'homme, à savoir la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie en oncologie, donc qui confère ce risque d'infertilité. Et là, il y a la congélation du sperme, comme on vient de le dire, pas de délai, le sperme est éjaculé ou prélevé chirurgicalement et la cause est entendue. Et je le dis en rouge, il n'y a pas de différence dans toutes les différentes études, à moins qu'il y ait une étude qui contredit ça récente, il n'y a pas de différence entre le sperme frais et congelé en termes de grossesse. Alors, l'enfant pubère, on l'a dit, c'est le prélèvement et la congélation du tissu testiculaire. Chez la femme, bien entendu, on vient de le dire, il y a tellement d'avancées diagnostiques et thérapeutiques qu'on ne peut pas négliger cette préservation chez la femme. Alors, parce qu'il y a une amélioration significative du taux de survie, notamment chez les cancéreuses. Donc, aux États-Unis, on rapporte qu'à peu près 10% des cancers sont diagnostiqués avant l'âge de 45 ans et qu'il y a quand même une population non négligeable aux alentours de 1% avant 20 ans. Et donc, il faut tenir compte de cela. Et le taux de survie de plus en plus élevé, donc il dépasse les 75%. Donc, pour toutes ces causes-là, il faut s'intéresser donc à la conservation chez ces femmes. Alors, du point de vue épidémiologique, parce qu'il n'y a pas qu'en oncologie où il faut penser à la préservation de la fertilité, il y a d'autres pathologies pour lesquelles on doit se soucier. Il faut savoir qu'elle n'est pas exceptionnelle, cette insuffisance ovarienne prématurée, parce qu'à l'âge de 20 ans, on estime qu'il y a à peu près 1 cas sur 10 000, et au fur et à mesure qu'on avance de l'âge, ce taux augmente. Alors, parmi quelques étiologies, je les cite rapidement, les ovarites, les maladies auto-immunes, le diabète type 1, le lupus, le Crohn, donc, et j'en passe. Il y a énormément de pathologies. Il y a aussi des causes génétiques liées à l'X, comme dans le syndrome de Turner, surtout dans sa forme mosaïque. Il y a le triple X, il y a les délétions du chromosome, l'X fragile, il y a les maladies auto-immunes, la lactosémie, le syndrome de Perrault, et surtout pour nous, les mutations des récepteurs de la FSH. Tout ceci, c'est des pathologies qui doivent nous interpeller pour penser à la préservation de la fertilité. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui affecte encore, à part ces maladies, il y a les traitements. Et les traitements, le chef de file dans la gonadotoxicité, ce sont les agents alkylants. Et donc, qu'on peut donner dans des pathologies hors cancer, comme les thalassémies, comme le syndrome néphrotique, comme le lupus. Et quand on associe, il y a aussi l'association de quelques médicaments, comme si on associe le cyclophosphamide, par exemple, bisulfone, on est sûr qu'on va conférer à 100%
l'insuffisance ovarienne prématurée. Donc, avant d'instaurer ce traitement, il faut penser peut-être il faut penser, pas peut-être, mais il faut penser à conserver les gamètes chez cette population. Alors, le risque du traitement, il y a aussi, en fonction de la dose totale du traitement qu'on va donner, et aussi de l'association de nombreuses molécules. Il est aussi à l'âge, parce qu'une femme de 20 ans ne va pas répondre comme une femme de 30 ans, et encore moins celle de 40 ans. La durée des traitements aussi a une influence sur cette insuffisance ovarienne, et aussi de la réservation de départ. Il faut évaluer la réservation ovarienne de départ avant l'instauration de tout traitement gonadotoxique. À titre d'exemple, pour ne pas faire long, quand on est obligé de donner du cyclophosphamide, eh bien, à 20 ans, s'il nous faut 20 grammes à 20 ans pour assurer une gonadotoxicité, eh bien, à 30 ans, on descend déjà à 9 et à 40 ans, on est à 5. Donc, le facteur âge, lui, il influence directement sur le risque d'insuffisance ovarienne. Il y a aussi le nombre de cures, comme on a dit tout à l'heure. 6 cures de FEC vont nous donner à peu près 80% d'aménorrhée après l'âge de 40 ans, versus 20% quand on est à moins de 30 ans. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là pour pouvoir aborder cette préservation avec plus de logique et de rationalité. La radiothérapie, c'est la même chose. On est sûr que quand on confère 15 grès sur le pelvis, on est sûr de l'insuffisance ovarienne prématurée. Là aussi, l'âge intervient. Avant l'âge de 25 ans, l'ovaire est plus résistant à la radiothérapie. Donc, il faut 10 grès pour pouvoir conférer cette insuffisance ovarienne. Par contre, quand on est au-delà de 35 ans, il ne suffit que de 2 grès pour le faire. Et donc, il faut tenir compte aussi de ça. L'association radiochimio empire les choses et donc, il faut en tenir compte. Alors, il n'y a pas que c'est l'altération de l'insuffisance ovarienne. Il faut savoir qu'une radiothérapie sur donc la région pelvienne altère également le réceptacle, c'est-à-dire la qualité de l'endomètre et celle du myomètre, qui peut entraîner des infertilités, des fausses couches et des retards de croissance fœtale. La chirurgie pelvienne aussi peut occasionner cette insuffisance ovarienne prématurée. Je crois qu'on l'a vu hier en long et en large, surtout en cas de chirurgie de l'endométriose. Et là, je crois que hier, vous avez eu droit disons, à toutes les notions qui concernent quand est-ce qu'il faut opérer, quand est-ce qu'il ne faut pas opérer, quand penser à la conservation en cas d'endométriose. En tout cas, toute chirurgie pelvienne, y compris les drillings intempestifs, altère cette réserve ovarienne. Même l'embolisation, elle n'est pas dénuée des artères utérines, même pour des pathologies comme les hémorragies de la délivrance, affecte également cette préservation, la réserve ovarienne. Alors, quel est le statut des fertilités des patientes survivantes au cancer? Eh bien, la réapparition des cycles après traitement de cancer ne signifie pas fertilité. Là, on voit que 40% des femmes sont infertiles au-delà de 35 ans, malgré la réapparition des cycles. Cycle ne veut pas dire fertilité. Et à peu près 25% d'infertilité chez les plus de 30 ans. Donc, il y a aussi le facteur âge qui intervient. Alors, quand on a recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation chez des patientes guéries de cancer, par rapport aux populations témoins, il faut savoir qu'on doit s'attendre à une consommation plus importante de gonadotrophine pour la stimulation, à avoir moins d'embryons et à avoir plus de cycles annulés, et le taux de naissance prévente est pratiquement divisé par 3. Donc, autant penser à la préservation avant le traitement que d'essayer de bricoler après le traitement chez ces femmes-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la collecte de ces, même quand on pense à ça et quand on stimule, la collecte de ces gamètes ne doit pas survenir dans les 6 mois qui précèdent la dernière cure de chimiothérapie, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes, notamment donc, de la qualité génétique du recueil ovocytaire. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a nécessité de diagnostic précoce et de préservation de la fertilité. Il faut assurer un organe reproducteur fonctionnel et il faut assurer une conservation des gamètes de tissus de bonne qualité. Donc, je cite, juste pour citer, les techniques qu'on a aujourd'hui entre les mains, c'est la vitrification d'embryons, les ovocytes, l'amive, on va en parler, la congélation des fragments ovariens, et il y a aussi des procédures chirurgicales conservatrices. Donc, il faut savoir que la chirurgie, elle a un impact sur cette préservation de la fertilité parce que cette chirurgie doit être rationnelle et de qualité et spécialisée. Donc, alors, pour les cancers gynécologiques, donc, il y a des considérations générales. Classiquement, quand on est devant un cancer, c'est l'hystérectomie avec l'annexectomie bilatérale. Donc, si on veut parler à des stades bien choisis dans les cancers gynécologiques, la préservation de la fertilité nécessite 2 choses. Garder un utérus et au moins un ovaire, et un ovaire fonctionnel. Sinon, on ne peut pas parler de préservation. Et il faut aussi, avant tout ça, une validation en RCP, une validation carcinologique du traitement conservateur, une stadification clinique et radiologique précise, et il faut une expertise anatomopathologique qui valide les critères de ces bons pronostics. Et donc, il faut aussi une prise en charge après l'obtention d'une grossesse, ou pas.
Si c'est une grossesse heureuse, si on n'obtient pas une grossesse, bien, il y a quand même un support psychologique qu'il faut assurer. Alors, les procédures chirurgicales, avant toute procédure chirurgicale, il faut évaluer la réserve ovarienne avant toute cette procédure. Donc, on ne peut pas aller opérer puis réévaluer. Avant, parce que ça peut conditionner les techniques qu'on va proposer. Donc, on a parlé hier, je passe très vite, les endométriomes, la sclérothérapie peut être une alternative à la conservation, enfin, à la chirurgie pour préserver une réserve ovarienne correcte. Et aussi, il faut que pour les femmes sans projet actuel de grossesse, il faut toujours penser à cette congélation ovocytaire avant de les confier à la chirurgie. Alors, il faut savoir aussi que dans certains cancers, enfin dans les cancers gynécologiques, mais dans des stades très très particuliers, on peut penser à la préservation de la fertilité. Quand on a affaire à des hyperplasies endométriales atypiques ouvertes, même un cancer endomètre type grade A1, donc il faut une bonne stadification et une bonne approche clinique, on peut proposer des traitements alternatifs sous-progestatifs avec des contrôles histologiques périodiques, permettre une grossesse, mais après cette grossesse, si elle réussit, il faut penser aussi à la prise en charge et à la chirurgie de clôture. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on a déjà donné une chance, il ne faut pas que dépasser l'objectif au-delà d'un enfant. Pour les tumeurs borderline, la même chose. Donc, on peut se suffire en cas d'unilatéralité, d'une axectomie unilatérale, surtout dans le stade A. Quand il y a la bilatéralité, il faut juste faire une kystectomie bilatérale avec le traitement adéquat. Et dans ces cas-là de borderline, il y a quand même des chances de 50% de grossesse spontanée dans la méta-analyse de Maltaris. Également, les tumeurs épithéliales de l'ovaire de grade 1 et 2, il y a des possibilités de conservation parce que la survie est quand même assez significative. Elle dépasse parfois les 95% à 5 ans. Et donc, alors là, il faut une stadification complète avant de conseiller la préservation de la fertilité. Et aussi, il faut se soucier de la mutation du BRCA1, BRCA2 qui est très fréquente dans ces cas-là. Donc, il faut aussi savoir que les traitements de ce type d'ovaire qui est basé sur les sels de taxane sont peu toxiques pour la réservation ovarienne et c'est une chance. Et les de grossesse, dans ce cas-là, dépasseraient les 60%. Alors, le cancer du col, il faut savoir aussi que dans le micro-invasif, dans le stade T1A1, d'accord, on peut se suffire donc d'une chirurgie juste au niveau du col. Et comme le taux de rechute dans ces cas-là est inférieur à 5%, il y a des possibilités d'avoir des grossesses spontanées, même au-delà de 50%. Donc, alors le cancer du sein, je ne vais pas m'étaler, même si c'est le cancer qui mérite à lui seul une communication à part. Il faut savoir que ce cancer pose la problématique parce qu'il est hormonodépendant. Et il faut savoir aussi que de cette hormonodépendance, donc les thérapeutiques peuvent altérer, bien entendu, ou différer le projet de conception. Il y a aussi le statut immunologique de ces cancers du sein, surtout dans les triples négatifs, où il faut une chimiothérapie néoadjuvante est nécessaire, donc elle est gonatotoxique. Vous pouvez penser à tout ça. Et il y a aussi le traitement différé. Quand on a commencé un traitement hormonal, il faut avoir déjà des gamètes. On va dire que les oncologues ou en RCP, on ne peut pas permettre une grossesse dans l'année ou les 2 ans qui suivent. Il faut étudier cas par cas et avoir l'autorisation en RCP pour pouvoir démarrer une grossesse. Donc, voici les quelques considérations générales, si vous voulez, pour faire vite, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, pour toutes ces raisons-là, il y a donc les techniques de préservation. On peut proposer des techniques de préservation. Alors, chez la femme, comment? Donc, on l'a déjà cité, les différents techniques qu'on va voir, la vitrification. Alors, je ne vais pas parler de la vitrification, mais du côté clinique. Le protocole antagoniste avec déclenchement par agoniste est recommandé pour éviter les hyperstimulations. L'association de létrozole est conseillée aussi dans ces cas-là. Et le pronostic de survie, enfin, est similaire en termes de survie sans maladie. Donc, ça c'est clair dans toutes les études. Alors, et on nous dit, mais il y a urgence à traiter. Donc, on doit démarrer une chimiothérapie, on doit démarrer chez ces femmes-là des protocoles et on n'a pas le temps. Et c'est souvent le piège dans lequel tombent nos amis des oncologues. C'est pour cela qu'on les sensibilise. Heureusement qu'ils commencent à prendre conscience. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les random start. Le démarrage aléatoire en français, si vous voulez, c'est qu'on peut commencer la stimulation à n'importe quel moment du cycle et il y a des protocoles adaptés à ça. Il y a le protocole en phase folliculaire tardive. Une femme qui vient, par exemple, au 11e, 10e jour, on peut la prendre en charge. Il y a des femmes qui viennent au 18e jour, 19e jour, on peut la stimuler. Et il y a des protocoles de double stimulation. On va voir. De toute façon, voici ici éventuellement quelques schémas. Ça, c'est le protocole conventionnel qu'on peut proposer à ces femmes-là.
Donc, avec, bien entendu, le protocole de FSH, comme vous avez vu, hier, vous avez vu tous les protocoles d'induction lors de la session du matin. Et il y a aussi, donc, pour la phase folliculaire tardive, voici, si vous voulez, le protocole qu'on peut proposer. Il y a deux types de protocoles, mais le plus utilisé, c'est ce protocole de déclenchement en fonction de la progestérone. Si l'ovulation a déjà lieu, on peut commencer déjà le protocole antagoniste de la FSH et déclencher en fonction des critères de déclenchement. Si la progestérone est basse, on déclenche par donc la GnRH et on redose la progestérone. Et dès qu'il est donc supérieur à 1,5, on peut démarrer la stimulation. C'est autant vous dire que ces protocoles-là nous permettent d'arriver à ne pas perdre de temps chez ces femmes-là qui sont demandeuses par l'équipe d'oncologie à un traitement oncologique rapide. L'association, justement, dans le cancer du sein, du létrozole est une alternative qui est très rationnelle parce qu'elle permettrait, il y a maintenant des critiques à ce protocole, elle permettrait d'outrepasser, enfin d'éviter l'hyperostrogénie relative qu'on accuse d'aggraver la maladie. Il y a aussi le protocole de diostine, donc tout ça, ces protocoles sont partout. C'est juste pour vous dire, en termes de conclusion, que la préservation de la fertilité, ou surtout en fertilité, une spécialité naissante, mais qui prend de l'essor, et que les résultats sont encourageants, et de plus en plus encourageants, que l'état des enfants nés est plutôt rassurant d'après ce qu'on a vu, et que l'information est encore un véritable objectif. Donc, nous sommes en train de verser vers le médico-légal. On n'a plus le droit de ne pas proposer la préservation de la fertilité, car l'article 24 oblige, au Maroc en tout cas, parce qu'on peut nous attaquer de n'avoir pas proposé cette technique une fois, si les patients ne sont pas avisés. Et donc, il faut toujours un RCP, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul dans son coin pour proposer ces protocoles, et la nécessité de ces référentiels. Sans ce référentiel, on n'arrivera pas quand même à unifier et à codifier notre prise en charge. Donc, il faut toujours privilégier l'option thérapeutique conservatrice chaque fois que possible. Pensez, après la grossesse, si grossesse il y a, dans ces cas-là, à une prise en charge, comme la chirurgie de clôture dans certains cancers débutants ou autres, c'est très important, et bien expliquer à ce couple que ce que nous proposons, ou ce que nous conservons est une possibilité de conception et non pas un bébé à la maison. Nul n'est tenu à l'impossible. On leur donne la possibilité et puis on attendra. Et donc, il faut toujours tenir compte de l'âge auquel une grossesse pourra être autorisée en cas de guérison. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci pour votre attention.